suis ravi de m'inclure dans ces conférences avec des gens aussi brillants qui sont au Quai de Branly. Je vais essayer de faire bien. Je voudrais remercier d'abord toute l'équipe du Conseil général et la présidente pour cette expo d'Henri de Monfred qui a été superbe. Je pense qu'il y a eu beaucoup de succès. Toute l'équipe des archives, la directrice et Anne de Claude avec qui j'ai beaucoup travaillé. Voilà, je crois que c'était superbe et bravo pour cette expo. Je vais essayer de vous faire un exposé sur pourquoi de Monfred, pourquoi la Franquise. Alors je voudrais qu'on ait une petite pensée émue pour la famille de Monfred, puisque ils viennent d'un décès brutal d'un arrière-petit-fils d'Henri de Monfred, qui s'appelle David de la Table, qui est décédé brutalement la semaine dernière. Voilà. Et Latam, pourquoi? Parce que le père de David, qui s'appelle Éric Latam, et son frère Marc Latam, sont au conseil d'administration de l'association des amis d'Henri de Monfred le Cap. Voilà. Donc voilà. Alors, quelqu'un m'a piqué quelqu'un m'a piqué mon pointeur. Oui, on peut éteindre. Au secours. Ah bon, c'est comme ça, voilà. Bon alors, pourquoi de Monfred, pourquoi la Franquise? Alors c'est un débat un petit peu particulier, parce qu'on a fait beaucoup de conférences sur Henri de Monfred, qu'on connaissait beaucoup sur lui, ses petits-enfants l'ont fait, voilà. Alors je vais essayer, si vous voulez, de vous montrer par la généalogie comment on peut faire. Alors ça c'est un arbre généalogique, hein, d'un bibliographe d'Henri de Monfred qui s'appelle Daniel Grand-Clément. Alors c'est touffu, c'est très compliqué, donc je vais vous faire beaucoup plus simple, essayer de vous faire un petit peu plus simple. Voilà. Alors on va découler un petit peu comme ça, entre-temps, on va parler de la famille paternelle d'Henri de Monfred. Alors Jean Barrière, c'est quelqu'un qui vit, le père, donc, qui vit du côté de Bordeaux, qui puis ensuite vient du côté de Toulouse, du côté de Rieux-Volvestre. Il est cordonnier, bourrelier, et il est marié avec Anne Monfred, voilà, donc c'est sa femme, et ensemble ils ont 6 enfants. Voilà. Alors je vous passerai les détails sur les 6 enfants, pour m'arrêter uniquement à la petite dernière, hein, qui s'appelle Marguerite Barrière. Retenez bien cette Marguerite Barrière, parce que vous allez voir qu'au fil des temps, on va changer de nom sous toutes les formes. Voilà. Donc c'est la grand-mère paternelle de Jean-Henri de Monfred, la voici. Bon, elle n'est pas toute jeune, mais on voit déjà qu'elle a un air autoritaire. Voilà. Alors voilà ce que disait donc Henri de sa grand-mère. Hein. J'arrive à la plus jeune, celle qui fut ma grand-mère. C'était une enfant maigre, grandie trop vite, hein, mais vive et turbulente, hein, qu'on aimait malgré tout, après avoir souhaité 10 fois par jour, lui tordre le cou, la jeter par la fenêtre. Donc ça vous situe un petit peu comment était la grand-mère. Voilà. Et ça, c'est donc l'autre bibliographe donc, qui a fait l'arbre généalogique. Hein. Cette brune piquante et enjouée, elle libérait les contraintes qu'impose la morale de son siècle. Pourtant, en même temps qu'elle décide de se lancer dans une carrière artistique, elle se marie. Voilà. Alors, ça fait partie des particularités de Marguerite de Monfred. Bon. En se mariant, elle se rend compte qu'elle va se libérer. Elle va se libérer du poids paternel. Parce que c'est une jeune fille qui n'est pas du tout à l'aise dans les tâches ménagères. Hein. Elle a 5 sœurs pour faire ça qui le font très bien. Et elle ne rêve que d'opéra, de chansons. Et elle veut faire une carrière artistique. Hein, et je pense qu'elle va arriver à réussir. Voilà. Alors, il ne faut pas que je sorte une page parce que ça va aller trop vite, mais ça va faire un peu rapidement. Voilà. Alors, elle fréquente très peu de monde, Marguerite Barrière, mais elle fréquente surtout la fille de l'aristocrate. Et c'est cette fréquentation de l'aristocratie qui va lui apprendre les bonnes manières qu'elle aime avoir et le goût, si vous voulez, pour l'opéra, pour les belles choses. Voilà. Donc Marguerite, donc, elle ne rêve de se lancer, elle ne rêve que de se lancer dans une carrière artistique. Hein. Et donc son père, donc Jean Barrière, qui voit que sa fille évolue
peut-être d'une manière trop libérale, décide de provoquer un mariage avec un nommé François Jacobi, donc qui se marie, mais Marguerite n'aime pas particulièrement Jacobi, mais en se mariant avec Jacobi, elle se libère de l'emprise familiale, dans le cas de son père, et ce Jacobi n'a aucune emprise sur elle, donc voilà. Alors là aussi, on revient sur l'affaire de l'aventure, hein. Jacobi qui faisait la place dans une maison de gros, où les artisans corrailleurs se fournissaient. Donc c'était un monsieur donc, qui était représentant de commerce en gros, en cuir et autres, hein, et qui voyait, dans ce cadre-là, le père, donc Jean Barrière, le père de Marguerite Barrière. Voilà. Alors, ça pareil aussi, ce que disait Henri Jacobi, ce futur mari si facilement méprisable, était cependant un élément libérateur grâce auquel, sans choquer ses parents ou l'opinion publique, elle pouvait vivre sa vie. Alors, on en arrive là, en 1942, elle se fait appeler Caroline. Bon, le plaisir de changer de nom, Marguerite ne lui plaisait pas. Elle intègre la troupe de théâtre et le conservatoire du Capitole de Toulouse. C'est une consécration suprême pour elle. Et la troupe se produit surtout dans des villes d'eau qui sont à la mode. Et un soir de représentation dans une ville d'eau, je pense que je crois que c'était à Évian, Marguerite Barrière, donc, qui était une grande dame à ce moment-là dans le spectacle, fait une rencontre d'un spectateur qui est un Américain et qui ne rêve d'elle, que d'elle, et qui la drague, qui la couronne, voilà. Et malheureusement, elle est mariée avec François Jacobi, donc il faut trouver un stratagème pour éliminer François Jacobi. Et le stratagème donc, est mis en place par Gideon Red avec une bague qui laisse traîner sur un bureau. Et ce Jacobi, qui était pas excessivement riche, hein, a piqué cette bague pour la revendre. Hein. Mais comme Gideon Red connaissait tous les bijoutiers de la place, hein, il a su très bien, donc Gideon Red s'est débrouillé pour lui faire changer de nom. Il s'est appelé, tu vois, je l'ai plus en tête, hein. Tolly Johnson. Il a eu des papiers donc, au nom de Tolly Johnson et il a été expatrié au Venezuela. On n'a plus entendu parler de Jacobi, mais c'était toujours le nom de mariage de Marguerite Barrière, dite Caroline. Voilà Gideon Red, donc, qui est un ancien bijoutier de Boston, qui est marié à Boston, qui est devenu l'associé de la maison Tiffany en 1850. Il ouvre une boutique à Paris, et surtout, c'est lui qui invente le concept de la bague de fiançailles, qui existe encore de nos jours, et toujours de l'actualité. Voilà, Gideon Red, il a 75 ans, il a connu Caroline, il avait 40 ans, donc il était un peu plus fringant que ça. Voilà. Je m'excuse pour les gens qui ont 75 ans. Je les ai passés, je peux me permettre de le dire. Je le lâche plus. Bon, alors, Gideon, il faut parler un petit peu de lui parce que c'est à partir de là que tout va l'être. Hein. Il est déjà riche, donc très riche. Hein. Il est plutôt seul parce qu'il habite Boston, mais il est souvent en déplacement en Europe. Hein. Il est très souvent aussi à la cour de Belgique, qui est friande de bijoux. Et, voilà. Et Henri, grosse de lui, un milliardaire américain, tel qu'on l'imaginait, voilà, qui ne vit que dans des palaces, il voyage en chemin de fer dans des wagons privés, voilà, qui court l'Europe. Et donc, c'était pas évident, donc avec ses mains, il découvre la jeune Toulousaine, et il succombe au regard de feu de Marguerite, dite Caroline, et il la couvre de cadeaux, de bijoux, et à ce moment-là, donc, en relation, prennent vite un tournant intime. Voilà donc Gideon. Alors, ce que je vous disais, donc Marguerite est toujours mariée,
Mais l'indélicatesse de Jacobi permet à Rennes de l'expédier sur la Ferronnerie et de la République sous son volant. Donc Jacobi sort de la vie de Marguerite, il ne revient jamais. Et elle se fait appeler donc Caroline, comme je vous l'ai dit. Elle décide impromptue d'abandonner sa carrière théâtrale pour se jeter dans les bras de ce charmant Gillot, qui est milliardaire donc, et qu'elle suit à l'Amérique du Nord. Alors bien entendu, elle peut quitter la France puisqu'elle a un passeport sous son vrai nom, qui est Barrière Jacobi, mais elle choisit de choisir l'identité. Voilà. Et c'est à partir de là le tournant de... Alors, changer d'identité, on est quand même à une époque où on a un peu plus de copinage peut-être que maintenant, ça pourrait se faire. Et Red, qui est très brillant donc, par rapport aux Américains, il obtient du consulat de l'ambassade des États-Unis un passeport au nom de Montfray. Donc c'est un nom qui est créé de toutes pièces, donc de Montfray. Et c'est manifestement Caroline, c'est ce que tous les biographes, même la famille a dit, qui a composé ce nouveau patronyme. Alors vous vous rappelez dans la généalogie du premier tableau, sa mère s'appelle, la mère de Caroline s'appelle Fonfray, sa mère, et qui signait déjà, alors qu'elle était mariée, elle signait avec un i, elle mettait Fonfray. Bon, alors elle change le F en M, on ne sait pas pourquoi, mais l'explication c'est que c'est la lettre de son premier prénom, Marguerite, voilà, elle trouve que c'est plus joli, et en fait elle rajoute une particule pour faire chic, ça ne coûte pas plus cher, et elle devient de ce coup, donc américaine, aristocrate. Et elle conserve, même si elle conserve pour l'état civil, son vrai nom, donc de Jacobi. Voilà. Qu'elle ne peut pas quitter, puisqu'elle est toujours mariée, et que le divorce n'existe pas. Alors voilà donc le bâtiment de l'ambassade du consulat général de Tué, où Gédéon Red avec de fabuleuses entrées, et où il est arrivé, on aurait maintenant, il serait sûrement en prison, pour faux et usage de faux, parce qu'il a réussi en 1859, daté de 1898, la disparition en mer d'un certain capitaine Charles de Montfray, époux de Marguerite Barrière, je sais pas comment, et père du jeune Georges, qui s'est né à New York dans l'État américain. Bien entendu, on n'a jamais eu aucune trace de Charles de Montfray, dans aucune archive, qu'elles soient américaines ou françaises. Il a fallu attendre 1868 pour que des papiers officiels d'état civil, grâce toujours à Gédéon Red, soient délivrés au jeune Georges. Et il avait besoin de papiers, parce qu'il fallait qu'il s'inscrive au lycée de Montpellier. Il avait 12 ans, et c'est à 12 ans qu'il a obtenu ses premiers papiers. Donc vous voyez que le nom de Montfray n'a aucune hérédité ancienne depuis cette époque-là. Il est monté de toutes pièces par une femme qui était brillante, qui était populaire et qui ne manquait pas de culot. Donc, on en profite, rappelez-vous des millions et des milliards de Gideon. Il installe Caroline à Paris, rue de la Pompe, avec cocher, avec personnel, voilà. Et l'idée de faire l'embarque, on va un peu vite. Donc Georges né le 14 mai 1856. Alors, là aussi, c'est une des spécialités de la famille, sûrement, c'est la descendance. Il s'appelle Georges de naissance, puis il s'appellera Daniel, puis quelques temps après, il s'appellera Georges, il se signera Georges Daniel, et tous ces tableaux, à partir de là, sont sous le nom de Georges Daniel. GDM, souvent c'est signé sur ces tableaux. Voilà. Alors, pour avoir des papiers, il faut déclarer l'enfant. Alors, c'est là que ça devient compliqué. Il n'est pas question de l'appeler du nom de Gédéon Red. Red, pensez-vous, il est marié à Boston. Le divorce n'existe pas. Il ne peut pas mettre en péril sa famille et son boulot. Jacobi, qui est le vrai nom, normalement de Marguerite, qu'elle est toujours mariée, mais Jacobi, il a disparu corps des biens, il est au Venezuela, il élève les chevaux. Barrière, pourquoi Barrière, elle devient fille-mère, et quand on lui tourne la pompe, c'est pas sûrement moi aussi, son fille-mère, hein, voilà. Et son écran de responsabilité testamentaire. Donc, il n'est pas déclaré, il est resté sans état civil, jusqu'à l'âge de 12 ans, et là, de nouveau,
il jouera en cache-cache de l'administration. Et c'est l'oncle Red, donc, toujours le même, qui, avec l'ambassade des États-Unis et le consulat, affirme qu'il est là à New York le 14 mars 1856. Voilà donc comment est arrivé le nom de Montfred. Et c'est pour faire un petit peu la transition avec le reste. Gideon, donc, qui a toujours le portefeuille grand ouvert, et Caroline, qui aime les villes d'eau, ils cherchent une maison à la campagne. Et ils arrivent donc au pied du Canigou, à Cornéan-Conflans, et ils trouvent une maison qui leur paraît splendide, qui n'est pas à vendre, hein, mais Gideon a ce qu'il faut pour convaincre les gens, et donc ils achètent cette maison, et Caroline va faire construire 2 magnifiques tours qui existent toujours à Cornéan-Conflans, et ça va s'appeler le château de Saint-Clément. Voilà. Et il se trouve que Georges Daniel est un peu souffreteux et n'a pas une santé brillante. Il vit à Paris, et il vient à Saint-Clément, donc, à Cornéan-Conflans, pour se soigner. C'est le docteur Thiers qui avait accouché Caroline, et ce docteur Thiers se trouvait à Ménilmontant à ce moment-là, et le docteur Thiers conseille vivement à Caroline d'envoyer son fils en faire des bêtes de mer, en disant les bêtes de mer, il n'y a rien de mieux pour arriver à soigner un souffreteux plus ou moins asthmatique. Voilà. Et donc il prévoit d'aller aux bêtes de mer. Alors, voilà le château de Saint-Clément. Malheureusement, on pouvait encore il y a quelque temps y accéder de près, mais il y a eu trop de gens qui ont accédé de près, donc tout est fermé maintenant de très loin, et on peut le voir de comme ça. Mais c'est exactement ce qu'ont vécu Georges Daniel et Caroline. C'est un bon bâtiment. Alors donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc Jean Barrière et le Fonfred, Marguerite Barrière et François Jacobi, donc l'archéologue qui n'existe plus, Gideon, donc, et né donc Georges de Montfred à ce moment-là. Voilà un portrait de Georges Daniel, qui était quand même un beau garçon. Mais vous voyez qu'on retrouve, la génétique à travers même jusqu'à Henri, là maintenant. Voilà notre portrait. Là aussi, notre portrait. Alors, Georges Daniel, pour la petite histoire, hein, était artiste peintre, donc doué, très doué, parce qu'il a fait de très beaux tableaux. Mais il n'avait pas besoin d'argent, il n'avait pas trop besoin de travailler. Et il s'est lié dans les caveaux parisiens, il s'est lié d'amitié avec beaucoup d'autres peintres, dont Gauguin. Et il est devenu, quand Gauguin est parti j'ai un trou de mémoire. Pardon ? Tahiti, Marquise. Voilà. Et donc il a été le vendeur de tableaux de Gauguin. Voilà. Gauguin il a envoyé ses toiles, il vendait les toiles de 90 376 € en 2020. Bon, vous avez des questions à poser sur le nom de Montfred, voilà. Vous avez vu comment on arrive donc à cette époque-là à créer un nom de toute pièce, hein, quand on est une femme inventive, hein, et quand on est une femme qui n'a peur de rien, voilà, et dont l'époque quand même le permettait. Bon, alors là c'est pareil, donc c'est l'arbre généalogique de Grand Clément, vous voyez qu'il est quand même assez touffu. Alors, on le voit pas là. Voilà, Marc et Eric, là, donc ceux qui sont au conseil d'administration de l'association, et c'est Eric qui vient de perdre son fils. Bon, alors on arrive au côté maternel donc, de la branche de Montfred.
Alors le premier qui arrive s'appelle Pierre-Frédéric Bertrand. Il est installé dans le Minervois, à la Redorte. Il est, comme on devait le faire à cette époque-là, il est maçon, il est aubergiste, il rend des services, il fait des transports, etc. Et il est marié avec une Marie-Jeanne Lacroux. Le couple se passe bien, ils ont un petit bistrot dans le Minervois, tout se passe bien. Mais ils ont un fils, donc, qui n'apparaît pas, qui s'appelle Pierre-Antoine, lui là, Pierre-Antoine, qui se fait appeler Esprit. Voilà. Donc on retrouvera toujours le nom d'Esprit, côté Pierre-Antoine. Voilà. Et c'est lui, donc, Pierre-Frédéric, qui achète à la Franquie, pour son fils Esprit, des anciens bâtiments qui existaient, qui étaient existants, et qui servaient à loger des ouvriers qui exploitaient une mine d'ocre sur la ville de Le Gap. Voilà. Et c'est donc lui, Pierre-Frédéric Bertrand, qui dit tout compte fait, mon fils Esprit, il est maçon, mais souvent il ne se lève pas, il ne veut pas conduire, il ne veut pas, il n'est pas, donc il pense qu'à bringuer, à faire la bringue avec ses copains. Ça serait bien qu'on le sorte un petit peu du Minervois et qu'on l'amène travailler un petit peu à la Franquie. Et donc, il faut exploiter ce qu'on appelle les grands et les petits ménages, c'est-à-dire des espèces de... Alors, les petits ménages, c'était des bâtiments qui étaient très rustiques, avec des chambres, des paillasses, et peu de choses. Et les grands ménages, ils étaient un peu plus luxueux. C'est-à-dire, les uns étaient réservés au peuple, aux ouvriers, et les autres étaient ouvriers réservés aux patrons, vignerons qui venaient et qui un petit peu plus d'argent. Voilà. Donc ici, monsieur de Cassane, qui prête une mine d'or sur la falaise, il fut raqué par Pierre-Frédéric Bertrand. Et au tout début encore, donc, voilà les voilà. Hein. Là, il y a maintenant la route principale qui passe devant. Là, hein. Voilà. Il y avait des villes donc, qui jouxtaient le truc. Ce bâtiment était resté longtemps une maison de retraite à la Franquie. Puis cette maison de retraite a été a eu une fermeture administrative. Et ça existe toujours, d'ailleurs. Il s'était racheté par des particuliers qui l'ont divisé en deux. Il y en a un qui a toute la partie, là, et il y a deux appartements de ce côté. Donc ça existe toujours. On voit le gros de la Franquie, la plage est le gros de la Franquie, et on voit presque la sorcière là-bas. Bon, alors, on revient à Pierre-Frédéric de Lacroux et à Pierre-Antoine Esprit. Alors, Pierre-Antoine Esprit, je vous l'ai dit, garçon plutôt insupportable, qui aime le bon vin et qui aime les belles filles, et son père sait plutôt quoi en faire, donc il pense les acheter, mais il dit avant de l'installer au grand ou au petit ménage de la Franquie, il serait bon de le marier. Et il se trouve qu'à la Redorte, il y a une jeune et jolie fille qui était institutrice dans le village, et le père, Esprit, fait tout pour va rencontrer Anna Desplat, prouve à Anna Desplat que c'est le mari idéal qu'il lui faut, et ils sont convaincus et ils se marient. Voilà, donc Esprit et Anna Desplat donc, viennent à la Franquie pour exploiter voilà, Esprit Bertrand et sa femme Anna. Alors, bien entendu, ça c'est important, parce que l'établissement était décent, donc les congés étaient moins fréquents que ceux que nous avons maintenant. Donc il a fallu développer, la Franquie était une ville, n'était pas une ville thermale, mais c'était une ville d'eau. Pourquoi? Parce que la plage était grande, les eaux étaient peu profondes pendant longtemps jusqu'à la berge, et les gens pouvaient marcher dans l'eau et commencer à faire des bains de mer de cette façon. Voilà. Et on pouvait faire des kilomètres dans l'eau. Il y en a encore qui le font, même maintenant, même en plein hiver, et ça s'appelle tout simplement la marche dans l'eau qu'on fait en 2024. Donc ils ont développé grandement l'établissement de la Franquie. Et donc Antoine et Esprit Bertrand, qui exploitaient comme il faut cet établissement, même si
Esprit Bertrand, il y avait bien entendu beaucoup de personnel dans l'établissement, et Esprit Bertrand ne se gênait pas pour s'occuper des petites soubrettes qui faisaient les choses. Voilà. Il laissait faire Anna Desplat, qui gérait très bien l'établissement, mais lui vagabondait largement. Et ils ont une fille qui s'appelle Marie-Émilie Bertrand. Alors Marie-Émilie Bertrand, là aussi vous trouvez un nom, peut-être que vous découvrez, on verra que ce nom va changer, encore une fois, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel, ils ont cette familiarité de changer de nom. Donc Marie-Émilie Bertrand, elle est jeune fille très belle, et là aussi, Esprit Bertrand, voilà, ça c'est l'année de son mariage avec Georges Daniel. Et Esprit Bertrand trouve que lui, il se promène à droite et à gauche dans l'établissement, et il trouve que sa fille ferait mieux de se marier avec un bon parti, qui vient régulièrement au bain de mer parce qu'il y a de l'argent, et c'est Gabriel Coll, qui est pharmacien à Narbonne, qui est un pharmacien alcoolique, qui intéresse peu Marie-Émilie, mais l'obligation d'Esprit fait qu'ils se marient. Ils ont un enfant, ensemble, dont on a tout oublié parce qu'il est mort pratiquement à la naissance, et quelques temps après, l'alcoolique Gabriel Coll a disparu aussi parce qu'il est décédé. Donc Marie-Émilie Bertrand, qui habitait à Narbonne dans ce moment-là, se retrouve veuve et revient donc dans la famille Anna, n'est-ce pas, pour donner un coup de main à la consécration des deux bâtiments qui sont les grands et les petits ménages. Alors après, il faut passer à une autre diapo. Donc, Gabriel Coll. Il y a un deuxième enfant qui naît dans la famille, c'est Émile Bertrand. Alors Émile Bertrand, c'est un garçon qui est architecte de formation, qui est plus ou moins contesté par la famille de Montfred par rapport à Marie-Émilie, parce qu'il y a eu une captation d'héritage, bon, c'est un petit peu compliqué. Mais Émile Bertrand existe, il a fait des choses pas mal. Le voilà, Émile Bertrand. Il a fait en particulier le socle de la statue Françoise de Cézanne à Leucate. Voilà le petit. Et ensuite, donc, il a participé largement à la construction de la Franquie. Voilà, c'est-à-dire les grandes routes, l'extension de haut en bas de la Franquie, puisqu'il n'y a que le seul route de la Franquie. C'est lui, effectivement, qui a tout créé, mais parce qu'à ce moment-là, donc, il y avait eu cette... Donc je ne parle pas trop de... Voilà. Et donc voilà les grands et les petits ménages. Vous voyez que c'était quand même vivant, hein. On est en bord de mer. Le bâtiment existe toujours. Le 4, vous le verrez tout à l'heure. Voilà les grands ménages qui ont été transformés en résidence particulière. Il y avait un très beau parc qui existe toujours. Voilà. Et alors on en arrive à ce que je disais tout à l'heure, hein, Georges Daniel qui est à Cornillard-de-Conflans, souffreteux, et donc la grand-mère, Caroline, pardon, je me suis trompé de côté. Non, alors, petite passe. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on va revenir là. Donc, Georges Daniel qui est souffreteux, Caroline décide de l'envoyer à la Franquie, puisqu'il commence à y avoir une réputation des bains de mer à la Franquie, il y en a beaucoup moins sur le reste de la côte. Hein. Amélie les Bains à Caroline, c'est le patron, donc elle envoie Georges Daniel à la Franquie. Et bien entendu, si vous voulez, Georges Daniel, qui était un beau garçon, trouve à la Franquie Marie-Émilie Bertrand, qui est veuve, qui n'a pas d'enfant, donc, qui travaille là,
Et qu'est-ce qui se passe, hein? Le coup de foudre se déclenche, hein, et Georges Daniel de Monfray devient énormément amoureux de Marie-Émilie Bertrand, qui s'appellera, vous le verrez un petit peu plus tard, qu'on connaît maintenant sous le nom d'Amélie Bertrand. Marie-Émilie, elle s'est rappelée Amélie Bertrand. Là voilà. Alors, vous voyez déjà, elle s'appelle Amélie, donc elle a changé de nom. Elle s'appelle Amélie, elle s'appellera Amélie Monfray. Et donc, je vous avais vu sur le truc, il y a la naissance de... Alors, on en arrive, donc je reviens à la diapo d'avant. Si j'y arrive, voilà. Alors, c'est l'arrivée de Georges Daniel, là, parce que j'ai essayé de vous démontrer pourquoi il y avait le nom de Monfray, de montrer pourquoi de Monfray, qui était créé de toutes pièces. Hein. Et maintenant, j'en arrive à pourquoi la Franquie. On est à Cornéat de Conflans. Cornéat de Conflans, il y a Collioure, qui est très connu. Il y a Bagnoul, qui est très connu. Il y a Port-Vendre, hein, qui commence à être connu parce qu'il y a un petit peu de développement au niveau du port. Donc, nombreuses villes pour être plus choisies par Caroline. Par Caroline, bon. Mais elle a choisi la Franquie pour un petit peu la renommer de la Franquie. Et c'est comme ça que de Georges Daniel, qui aurait pu atterrir n'importe où sur la côte, ou même peut-être sur la côte de l'Azur, a atterri à la Franquie. Voilà, et donc c'est là qu'est né après la Franquie en 1879. Bon, ça c'est la villa Amélie, donc à la Franquie, qui existe toujours, qui avait été captée par le... Voilà un portrait d'Henri Assisam avec Georges Daniel, Henri et Amélie. Bon, le parc de l'établissement, vous voyez que les bâtiments sont derrière, tout à fait au fond. Vous voyez que le parc est quand même resplendissant et très beau, avec de très belles dames en robe longue. C'était côté grand ménage. Alors voilà la terrasse du café. Ceci c'est le kiosque qui existe toujours, qui est complètement démoli, mais qui existe toujours. Un kiosque qui servait de bar et qui servait pour faire la musique, hein, parce qu'on dansait à ce moment-là. Voilà. Qui s'appelait le restaurant L'Excelsior, puis qui s'appelait le restaurant du bar. Voilà. Et là on retrouve toute la famille du jeune Henri de Monfray. On voit Georges Daniel, son père. Un petit cousin... Marinou. Marinou. Voilà. On ne le connaissait pas. Pierre-Émile Bertrand, donc le père, celui qui a acheté le début. Alors là, c'est Jaloux, un petit cousin aussi. Anna Nadesplat, donc on l'a retrouvé, avec Esprit. Émile, donc le frère. Hortense, c'est une tante. Hein. Le petit Henri, Amélie. Donc voilà, Émile, donc, et sa sœur Amélie. Bon, à ce moment-là, le restaurant du parc marchait, donc c'était rentré. Et c'était pour vrai ce kiosque qui existe toujours. Voilà. Où il y avait pas mal de monde. Et c'est une photo qu'on a gardée qui est un petit peu particulière, hein, puisque j'ai la chance d'avoir mon frère qui est là, voilà. D'abord notre grand-père qui est là, qui à ce moment-là était s'occupait du restaurant du parc, était directeur du restaurant du parc. Voilà, donc il est là, notre grand-mère, hein, qui est mort en 1942, et notre grand-oncle, qui a créé un restaurant à Le 4 et qui s'appelait longtemps le restaurant Amad. Puis le personnel de la... Voilà. Donc voilà ce qu'est actuellement, donc, vous avez les grands et les petits ménages, donc on retrouve derrière. Cette photo des années 50, donc ça existait toujours. 50, c'était pas encore en maison de retraite. Hein. Donc voilà le restaurant avec le kiosque que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Ça maintenant, ça n'existe plus. Mais tout ça existe, hein, même si c'est démoli. Et c'est là que notre grand-père a exercé sur l'activité de la promenade.
j'ai pas pu me passer de vous faire passer quelques magnifiques tableaux de Georges Daniel sur le cadre. Alors bon, je pense que vous les avez vus, il y a ces photos sur l'exposition, mais bon. Elle n'a pas changé la palette de Le Cadre. Voilà, alors voilà donc notre ami Gauguin. Hein? Ah. Bon, et voilà donc celui dont on n'a pas parlé, parce que bon, ça fait sujet d'autres. Voilà. Donc vous voyez que la ressemblance est frappante avec son père. Filiforme, maigrichon, 1934, donc il a 50 ans, là. À peu près, à la bouche. Sa maison en Boc, où il avait la particularité d'avoir construit des bateaux, ça aussi c'est une spécificité de la famille d'avoir construit des bateaux sur la plage dans sa maison, où est née sa fille Gisèle. Voilà, la réalité de la maison de Boc. Alors ça fait partie, je ne sais pas si vous en connaissez un petit peu l'histoire, hein. Son père donc était dépositaire des tableaux de Gauguin, et il y a eu 2 Gauguin qui sont arrivés dans sa maison à Paris, et quand au moment du décès d'Henri, quand les gens se sont dressés pour les Gauguin, l'histoire dit qu'il les avait vendus et qu'il les avait reproduits. Voilà. Je ne veux pas aller plus loin parce que c'est. Voilà. Donc voilà Henri de Montfrère et Angarde. Alors, Angarde, Henri de Montfrère a eu un petit peu mouvementé. Il a vécu ses premières années à la Franquie. Bon, après, donc, et ensuite il est venu à Paris. Il a rencontré une fille qui était fille mère, qui s'appelle Lucie d'Auvergne, et qui avait un enfant. Il a adopté cet enfant. Puis il en a fait un autre, qui s'appelait Lucien, et l'autre enfant s'appelait Marcel, qui était son fils. Puis d'avoir traîné à Paris, dans la région parisienne, avec des aventures plus ou moins burlesques, il a trouvé qu'il fallait qu'il quitte le troupeau parisien. Il est parti pour l'Afrique. Quand il est parti pour l'Afrique, bien entendu, il a abandonné femme, mais pas enfant. Il a réussi à les faire garder. Et ensuite, cette jeune dame qui était la secrétaire de Georges Daniel, est devenue, au bout d'un truc, est devenue sa compagne et sa femme. Et ils ont eu ensemble 3 enfants. Ils ont eu Gisèle, Daniel et Agnès. La figure de proue d'Amarietta, donc, qui était dans le parc de l'établissement de la Franquie. Alors la Marietta, c'était un bateau qui faisait le transport en Méditerranée, qui s'est échoué lors d'une forte mer devant la plage de la Franquie, et cette proue a été retrouvée sur la plage. Voilà. D'ailleurs, ce proue, quand on a fait l'expédition en 2014 à Lecate sur Henri de Montfrère, on a réussi, alors cette proue qui était récupérée et qui était dans la cour de la douane, qui était donc une chose publique, dans la cour de la douane, a mystérieusement disparu, et est devenue la propriété d'un particulier qui a eu la gentillesse de nous la prêter pour l'expédition, et nous l'avons assuré une fortune. Pour la présenter un mois à peu près à Lecate. Bon, ça c'est le retour de Georges Daniel à la Franquie. Donc, rappelez-vous, il est spolié par son oncle,
architectes, qui par des histoires d'écriture, Georges Daniel et Amélie n'étaient pas prudents, l'architecte un peu plus prudent, donc Henri est revenu à Francky. Il a fait construire une maison qui existe toujours, qui s'appelle la boîte à sel. Alors la boîte à sel tout simplement parce qu'il y a un mur devant, un mur derrière, et il y a un toit comme ça ressemble à une boîte à sel qu'on avait à l'époque. La Francky est un peu plus construite, hein, maintenant. Voilà la boîte à sel. Bon, alors là aussi, c'est se faire plaisir de mettre des photos de la Francky, des différentes années. Il a failli mourir. Dans sa jeunesse, il avait 6 ou 7 ans. Il est allé dans ces dunes qu'il y avait à la Francky, qui existe moins maintenant, entre la Francky et la Nouvelle, si vous voulez. Il est allé creuser, il s'est fait enfouir dans des dunes comme ça, il a failli mourir. Donc voilà, il est à, je ne dirais pas l'heure de sa mort, parce qu'il est mort presque 10 ans après. Mais vous voyez que c'est un personnage. Alors, là aussi, il y a on dit que c'est le bateau d'Henri, pas du tout. Henri a navigué sur des bateaux comme ça, en mer Rouge, beaucoup. Mais ce bateau a été dessiné par son fils, Daniel. Daniel, qui est le père de Guillaume de Montfret, qui est venu faire une conférence ici au début de l'expédition. Alors ce bateau est la copie d'un boutre de la mer Rouge. Il s'appelle le Boc d'ailleurs. Donc, voilà. Et on a des photos où Henri est dans le bateau, en construction, avec Daniel, en train de donner des noms. Ce bateau a navigué, j'avais parti en mer Rouge, il a beaucoup navigué en Méditerranée, et il a été vendu il y a à peu près une quarantaine d'années aux enchères à Port-la-Nouvelle. J'étais d'ailleurs le jour des enchères, mais les moyens financiers ne m'ont pas permis de l'acheter, parce qu'on ne savait pas, il y a un système de gréement qu'avait inventé Daniel de Montfret, avec l'expérience des poutres de la mer Rouge qui n'arrivaient pas bien à remonter au vent quand il naviguait. Il avait fait un système de pieds de mât ici, qui était articulé sur le pont et articulé là. C'est-à-dire qu'on arrivait à mettre, pour remonter au vent, à mettre la voile comme il faut pour remonter le plus possible au vent. C'est un gréement très particulier qui n'existe que sur ce bateau. Et donc, quand ce bateau s'est vendu, il y avait la marque de ces mâts qui étaient vendus. Alors, je dois revenir sur cette photo, parce que ce bateau donc, a été la propriété d'un de mes amis, sur lequel j'ai navigué, sur lequel j'ai fait naviguer sa fille Gisèle. J'ai fait naviguer la sœur de sa 3e femme, Marguerite, sur ce bateau. Et on allait jeter, j'étais à ce moment-là directeur du port Alcat, et on allait jeter en face à la Francky des gerbes, en l'honneur de Henri de Montfret, tous les ans, accompagné de nombreux bateaux du port. Voilà. Alors ce bateau, le propriétaire donc, qui était fatigué, c'est un bateau en bois, donc il demande beaucoup d'entretien, l'a donné à un de ses amis, qu'il a gardé une dizaine d'années, et qui a voulu s'en séparer. Et nous en avons discuté au niveau de la mairie de Leucate, et on était arrivé à dégager un budget pour l'acheter à une somme symbolique, mais c'était l'histoire qui revenait à Leucate, même si c'est pas Henri, c'était l'histoire. Et puis tout compte fait, le malhonnête propriétaire qu'il est, a fait qu'au dernier moment, alors que tout était promis et tout était, on a eu le temps de ne pas signer, il a revendu un chantier naval de Sète. Voilà. Alors lequel chantier naval de Sète lequel chantier naval de Sète, quand même, avec qui je suis en contact, va faire de ce bateau sa figure de pont. C'est-à-dire, c'est un chantier naval de bois, ils vont le travailler dessus, parce qu'il est en mauvais état. Il va servir de figure de pont, c'est-à-dire de modèle publicitaire pour ce que c'est faire ce chantier. Je suis en contact avec eux, et je pense que le bateau reviendra à Leucate en 2025. Voilà.
Là, on a la chance d'avoir sur cette photo Henri, Guillaume et alors Daniel. Je suis fatigué. Hein. Voilà, Henri, Guillaume. Donc. Alors Guillaume qui est décédé en se rendant à l'ouverture chez le notaire, à l'ouverture de l'héritage. Et c'est Daniel, pardon. Et c'est Guillaume donc, qui m'a fait la conférence. Voilà, je vous disais que quand ils se construisaient des bateaux sur la plage devant sa maison au Roc. L'Altaïr, on ne dirait pas, mais c'est un bateau qui faisait plus de 20 mètres, hein. 24, 25 mètres. Alors là, c'est une histoire un petit peu politique. Bon, Henri a beaucoup séjourné en Éthiopie, il était en très bon terme avec le Négus, et puis bon, les Italiens et les Anglais se sont rencontrés, et les Anglais l'ont mis en concentration au Kenya. Alors voilà, si vous voulez s'acheter la main, c'est pas le cadre, c'est fini. Daniel Agrément, je vous avais parlé. Thunder. Les bibliographies, il a écrit près de 80 bouquins. Voilà. Le cas de trois frères, donc, où on est à l'aventure de. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser ou si vous avez. N'hésitez pas. C'est toujours le premier qui doit faire le premier pas. C'est bon, au début, vous avez parlé. Pardon? Des artisans corroyeurs. Qu'est-ce que c'est des... Alors, les artisans corroyeurs, c'était des représentants de commerce qui visitaient les cordonniers, les bourreliers et qui vendaient des pots. C'était corroyeurs, c'était ceux qui faisaient tanneurs, voilà. Je ne sais pas exactement le terme tanneur, mais ils vendaient des pots tanneaux de façon que les bourreliers, à ce moment-là, pensaient que c'était à l'époque des chevaux. Hein. C'est-à-dire il fallait faire toutes les brides, tous les colliers des chevaux. Donc il y avait beaucoup, voilà. Et un bourrelier travaillait beaucoup. Il avait le père Barrière, il avait 3 ou 4 employés. Corroyeur. Je crois que c'est un tanneur, il me semble aussi. Affineur de cuir. Tanneur. Regardez ça. Excusez-moi, j'ai pas trop compris l'histoire de la bague. Pardon? J'ai pas trop compris l'histoire de la bague. Alors, il fallait se débarrasser de Jacobi. Caroline était mariée avec Jacobi, donc, et Gideon était là. Bon. Et pour se débarrasser de Jacobi n'avait pas d'argent. Jacobi, c'était un représentant de commerce qui traînait ses guêtres, donc, et c'est le père qui avait marié à la fille. Voilà. Et Gideon Red, qui était cible, a eu l'idée de laisser traîner une bague. Il a laissé une traînée de bague dans l'appartement quand il n'y avait pas Jacobi, quand il était en déplacement, et lui il était avec Caroline, il a laissé traîner le bague. Et il se trouve que Jacobi a vu cette bague, il s'est dit elle est oubliée, il l'a quelque part, donc il a volé cette bague, et comme il avait besoin d'argent, il s'est empressé d'aller la revendre chez un marchand d'or ou chez un bijoutier. Et donc ça a été le piège qui s'est refermé sur lui, puisque comme Gédéon Red était le plus gros vendeur de bijoux de la place de Paris, et de la place de Belgique aussi, il a su très rapidement, parce qu'il avait fait marcher son réseau, qui c'est qui avait porté cette bague. Et donc ils ont découvert Jacobi, Gideon a mis en marche ce réseau de l'ambassade des États-Unis avec des gendarmes, des policiers et tout ça. Et à un moment donné, ils ont dit voilà, ou Jacobi,
tu t'en vas en tôle, on t'a fait parler de toi, ou je te fournis un passeport au long de Tony Johnson et tu dégages au Venezuela ou plus tard. Il s'est fait piéger pour une belle vague. Hein. C'est une histoire intentionnelle quand même. C'était fait intentionnellement de laisser traîner cette vague. Elle l'a fait exprès. Voilà. Ah non, mais chez Norred, elle l'a fait exprès. Il fallait se débarrasser de Jacobi. Et il y avait des divorces, ça n'existait pas. Donc, le moyen de se débarrasser de Jacobi, Jacobi était avide. Bon, il avait déjà fait quelques petits exploits financiers vis-à-vis de. Voilà. Donc, Red, qui était un garçon balai, voilà, l'a piégé comme ça. Et on n'a plus entendu parler de Jacobi. Alors, il y a un bouquin qu'Henri a écrit sur Jacobi. Il est parti sous ce nom au Venezuela, il avait des chevaux, on a plus entendu parler. Mais Caroline s'appelait toujours Jacobi. Pour l'État français. Elle était mariée. Oui, bonsoir. Et vous, monsieur Picarel? Oui. Pourquoi de Montfred? Pourquoi vous aimez de Montfred? Parce que je suis né comme lui à Lecate. Et puis, quand on avait une grand-mère qui avait, à Lecate-Plage, qui avait un bureau de tabac, et à ce moment-là, on louait des livres. À Lecate-Plage, quand les Anglais, ils louaient des livres. Ça ne s'achetait pas. Donc, notre grand-mère louait des livres. Et il y avait des livres, bien entendu, de Montfred. Et j'ai assisté à des signatures d'Henri de Montfred quand j'avais 12 ans, ou 10 ans. Voilà. Et c'était un bonhomme qui faisait peur. Il était maigre, il était sec, il rigolait pas, il signait des trucs, là. Bon. Il y a beaucoup de bouquins encore qu'on va apparaître, signés, mais c'était pas grand-chose. Hein, voilà. Et donc ce garçon m'intéressait, et je commençais à lire des bouquins. Et quand on commence un bouquin de Montfred, on ne s'en sort plus. Bon, je crois que je les ai tous, pratiquement. Mais c'était difficile. Enfin, les éditions originales de Grasset. Voilà. Donc, c'est mon amour de Montfred. Alors, à Lecate, c'est difficile de Montfred. Parce que tous les vieux Lecatois, qui sont beaucoup plus âgés que moi, parce que moi, à ce moment-là, j'avais 30 ans ou 40 ans. Et quand j'ai commencé même je suis arrivé au port, j'avais quel âge? 45 ans. Tu t'es dit que je suis arrivé au port? Bon. Après 45 ans, et j'ai commencé à faire des balades en mer avec le bateau du fils d'Henri de Montfred, à les jeter pour honorer un garçon que j'adorais. Et je faisais sortir derrière moi 100 bateaux de plaisance qui me suivaient, avec le bateau des douanes, accompagné par la vedette des douanes. Et on les jetait à la Franquille, le gerbe, ou 2 ou 3 ou 4 gerbes, on avait dans les côtes. Et quand ça est apparu sur les journaux, en disant, c'était Serge Picarel qui faisait tout, tous les vieux Lecatois m'ont sauté dessus en me disant que j'honorais la mémoire d'un bandit, d'un truand, d'un trafiquant d'armes, d'esclaves, de traître les blanches. Voilà. Donc des gens qui ne connaissaient pas Henri de Montfred, qui ne connaissaient que le truc. Mais Henri de Montfred, quand il venait à Lecate, il traversait la rue, il disait appel bonjour à quelqu'un, et il était raide comme passe la C, figure anguleuse. Voilà. Donc il n'était pas aimé, il n'était pas un garçon aimé, il n'a pas encore fait ses exploits, il les avait fait ses exploits, mais il n'était pas connu. Vous savez, son premier bouquin, comment il est sorti? Joseph Kessel, qui avait à ce moment-là de la notoriété, a envie de faire un bouquin sur la traite des Blanches. Et on dit à Joseph Kessel, écoute, si tu veux faire un bouquin, il n'y a qu'un gars qui peut t'accompagner là-bas, c'est Henri de Montfred. Donc Joseph Kessel a rencontré Henri de Montfred, ils se sont liés d'amitié, voilà. Il appelait le vieux lion, et voilà, des surnoms. Et ils sont partis comme ça, et c'est Joseph Kessel qui a dit, mais mon garçon, tu dois écrire des bouquins. Parce que surtout qu'il les écrivait quand même, les bouquins, il les avait, bon. Il a écrit des bouquins, les secrets de la mer Rouge, ils sont arrivés comme ça. Voilà. Alors, pardon, votre question, c'était... C'est un petit ménage, ça correspond exactement à quoi? Je n'ai pas compris à quoi. Alors, c'était des bâtiments qui avaient été construits par l'industriel, à ce moment-là. On pouvait construire n'importe quoi, je veux dire, la Franquille, il n'y a pas de trace de permis de construire, surtout. C'était des bâtiments qui servaient, il y avait des mines d'ocre, donc à Lecate, et ça servait à la Franquille, et ça servait à tous les ouvriers
qui exploitaient les mines d'or, parce qu'il n'y avait personne sur place à la Franquille, il y avait 3 pelés entendus. Hein. Voilà, il n'y avait personne. Donc les gens, il fallait les faire venir des Corbières, du Minervois, de partout. Donc il fallait les loger, il fallait les nourrir. Donc ce fameux de Cassagne les a logés là-dedans. Voilà. Et puis les mines d'or ont chuté, les mines d'ocre ont chuté, et là les bâtiments ont été à vendre, et c'est là qu'est arrivée la famille Bertrand. Voilà, Pierre-Frédéric là. Mais Henri de Montfred, il était peintre aussi, lui? Alors, oui, Henri de Montfred, oui, il a été... alors, il a été d'abord, quand il est parti en Afrique, il a été photographe. Il s'est intéressé très rapidement à la photographie. Il y a de magnifiques photographies d'Henri à l'exposition. Et il doit y en avoir beaucoup d'autres dans les archives privées, donc il a fait la photographie. Il a beaucoup colorié des photographies, à un moment donné, qui sont devenues de très beaux tableaux, des photographies coloriées. Il savait très bien le faire. Et puis, quand il a eu besoin de 4 sous pour vivre, quand il était à Djibouti, il a fait, au coin de la rue, comme on fait tous les peintres, il a fait 4 aquarelles vite faites et qu'il a vendues. Voilà. C'est pour ça qu'on en retrouve encore dans ces pays, cette corde de l'Afrique. Hein. Voilà. Si on a la chance d'en trouver, mais encore quelques décès qui traînent. Et puis surtout quand il a été mis en camp de concentration au Kenya, par les Anglais, là il a beaucoup peint parce qu'il avait... il observait la nature, il faisait une photographie de la nature, il avait récupéré son appareil photo, il a fait beaucoup de peinture. Donc il peignait, c'était un très bon peintre, hein, vous avez vu, il y a de très belles aquarelles. Voilà. Ces peintures ont de la valeur? Comment? Ces peintures ont de la valeur? qui vous parle, là. Ces peintures ont de la valeur? Celle d'Henri? Oui. Alors, celle d'Henri, on a eu une grosse vente aux enchères, hein, il y a 7 ou 8 ans de ça, ou le vent de ça. Une branche de la famille, parce que Henri a fait des milliers d'aquarelles. Une branche de la famille, dont je dirais le nom, voilà. Ils se sont un peu disputés, petite dispute dans la famille. Et cette personne a décidé, pas d'enfant, pas de truc, de mettre tout aux enchères chez Drouot. Voilà. Donc il y a eu expertise, et une centaine ou 150 pièces sont parties aux enchères à Drouot. Et là aussi, en collaboration avec la mairie, donc l'association, mais c'est la mairie qui a... On l'a acheté au nom de la mairie. On a acheté 8 aquarelles à peu près d'Henri de Montfred, qui étaient surtout centrées sur le cas de la Franquille de nous intéresser. On les a payés il y a 8 ans, on les a payés entre 1000 et 3000 euros, l'aquarelle. Des petites aquarelles. Hein. Voilà. Moi j'ai eu la chance, parce que je suis abonné sur d'autres trucs, j'ai eu la chance d'en acheter en Belgique, hein, que j'ai payé 150 euros. Il s'en vend là maintenant 3, 4, 5, 6 000 euros, ça dépend ce que c'est. Donc la côte d'Henri de Montfred, elle n'est pas fulgurante, hein, mais ce sont des petits bouts de papier. Celle de... c'est le musée... La boîte à sel. Comment? Celle de la boîte à sel. Ouais. Le musée Antoine Rigaud a racheté aux ventes aux enchères de Drouot. Ils ont fait réaction, ils ont acheté pas mal de manuscrits, ils ont acheté beaucoup de choses, beaucoup de bibliographies. Donc. Et Georges Daniel, ça se balade entre 40 et 100 000 euros. 120 000 euros. Ouais, Georges Daniel. Ouais. C'est pas d'accord avec qui fait, mais bon. Il y en a, il y a deux ou trois beaux tableaux ici au musée. Alors la rue, c'est quoi le musée à Carcassonne? Le musée des Beaux-Arts. Oui, il y a 2 ou 3 tableaux de Georges Daniel. De beaux tableaux. Il y a eu une belle expo, à Perpignan, à Narbonne, une belle expo. Et surtout, il y a Marc Latam, rappelez-vous le frère d'Éric, le petit-fils d'Henri de Montfred, qui a écrit avec sa fille, Latam, un magnifique bouquin sur Georges Daniel de Montfred. Très beau bouquin. La famille possède encore des biens à Le Cap?
La famille de Monfred est encore propriétaire de certaines choses? Non. Moi, je vois. Alors, Guillaume, Eric et Marc font partie de l'association, sont membres du conseil d'administration de l'ASSOS. Guillaume habite les fins fonds du nord de la France, là-haut. Hein. Donc on le voit peu. Il navigue beaucoup, il a beaucoup d'occupations. Marc et Eric, alors Eric, ce sont des gens qui sont partis en Afrique, comme le grand-père aussi. Hein. Ils ont quitté le troupeau et ils ont développé. Alors Eric a fait des plantations de cacao et de café en Côte d'Ivoire. Pardon? En Côte d'Ivoire, voilà. En Côte d'Ivoire, donc il est resté très longtemps. Il est venu il y a à peu près 25 ans. Il a racheté un domaine à Tézan-des-Corbières. Voilà, le château Saint-Estèphe. Voilà. Et alors il exploitait ce domaine, il a tout recréé, il a tout replanté, donc ils ne sont pas très loin. Et c'est le fils qui l'exploitait, là, il est décédé. Et Marc Latam, son frère, habite Serviane dans l'Hérault. Donc ils sont à côté, mais ils n'ont rien le nom, des noms de rue. Moi, je voulais savoir par rapport aux petits et grands ménages. Les petits ménages, on les connaît puisque c'est l'ancienne maison de retraite, le bâtiment existe toujours. Mais les grands ménages, le bâtiment a disparu. Alors, il a plus ou moins disparu. Il a été englobé, en partie, dans un nouveau bâtiment qu'il y avait à côté. C'est-à-dire la résidence du parc? Dans le... La résidence du parc, qui est au-dessus? Non, un petit plus près de la résidence du parc. Dans la rue, il y a là, juste... Il y a une petite rue qui monte avant, là. Là. Il y a une grosse partie qui a été démolie quand même. D'accord. Et l'hôtel Excelsior? Oui, c'était le restaurant du parc. C'est sûr que je l'ai montré en photo, l'hôtel Excelsior, c'était ça. C'était il y avait l'hôtel Excelsior qui était avec le parc, ce qu'on appelait les ménages, et il y y avait donc le restaurant du parc, qui était le restaurant du parc, qui était géré par deux... Les grands ménages et l'hôtel Excelsior, c'est la même chose? C'était la même chose. Ah, d'accord. Et la maison, la boîte aux lettres, Boîte à par rapport au grand ménage, elle est où? Je n'ai pas bien compris. Au bout du parking du marché. La boîte aux lettres. Alors, la boîte à sel, elle est au bout du parking du marché. La boîte à sel, je vous le montrer, parce qu'elle est... Alors en attendant que Elodie la trouve, ils sont un peu propriétaires à la carte. Comment? Ils sont un peu propriétaires à la carte. Qui? Si on peut appeler ça propriétaire. Qui? Ils ont 2 caveaux au cimetière. Ah. Alors effectivement, ils sont encore propriétaires à Leucate, puisque Henri est enterré à Leucate, au cimetière communal de Leucate, et Daniel est enterré au cimetière communal de Leucate. Je vous invite, par contre, si vous allez vous balader du côté de Corneilla de Conflans, d'aller au cimetière de Corneilla de Conflans, parce que Caroline est enterrée au cimetière, et Georges Daniel est enterré aussi à Corneilla de Conflans. Et une grosse partie de la famille. Alors voilà la boîte à sel. Alors les grands ménages et les petits ménages, ils sont par là derrière à peu près. La boîte à sel est toute récente. Hein. Alors maintenant il y a une route qui part de là, Oui. qui fait comme ça, qui passe dans la boîte à sel. Hein. Il y a la colonie de vacances là, par là. Oui. Et cette route, comme ça, elle continue, elle vient ressortir sur la boîte à sel. Alors il y a une autre photo de la boîte à sel, là voilà. C'est pas une photo, c'est une peinture de... Donc oui, la route passe là, on est là. Voilà. Et ça a été racheté... Qu'est-ce que c'est, les bâtiments blancs? Les bâtiments blancs? La colonie de vacances. C'est la colonie de vacances qui appartenait à la ville de Lignan, Corbière, qui maintenant appartient à la ville de Leucate. Elle appartient à la ville de Leucate. Mais la boîte à sel existe toujours. Oui. La boîte à sel, c'est Janine Fabre qui l'a racheté. Janine Fabre, qui l'a racheté. Bon, quand ça s'est vendu, dans la succession de... Donc, personne n'a voulu de cette espèce de bicoque qui était... mais qui était son... il
il avait aussi bien que Gauguin. Voilà, voilà, c'est. Mais il a vécu correctement de son écriture? Pardon, il a vécu de quoi? De ses droits d'auteur, de ce qu'il écrivait? Oh, alors, il a vécu sûrement de ses droits d'auteur, puisqu'il en avait déposé, mais il semblerait qu'il ait bien vécu des restes de Georges Daniel, et je vous ai parlé des tableaux de Gauguin qui avaient été repeints. Oui. Bon, ça reste confidentiel entre nous. Hein. Oui. Ça sort pas de ça. C'était du trafic en fait. C'est sûr que quand, au moment de l'héritage, hein, de la famille, hein, les Gauguin voilà. Claude. Oui, merci. Merci à vous.